Et comme les retardataires, c'est pareil. Avant, il n'acceptait pas sur ces spectacles de retardataires du tout. C'est-à-dire qu'avant, vous ne seriez pas rentré, par exemple. Excusez-moi, vous n'êtes pas obligé de donner, hein. C'est pas une obligation du tout. Hein. Non, c'est l'avenir. L'escalier sur votre gauche est à l'étage. Vous voyez, dans la roue du monsieur, dans la roue de la dame. Vous zigzaguez, c'est à l'étage. Pardon? C'est pas trop cher. Oh non, rien que ça, culturel. Oh, bah, et puis il faut voir les cliniques et voilà. Une signature. Voilà, madame. Presque tous les livres que j'estime, dit Paul Valéry, presque tous les livres que j'estime, et absolument tous ceux qui m'ont servi à quelque chose, sont des livres assez difficiles à lire. La pensée peut les quitter, mais elle ne peut les parcourir. Les uns m'ont servi, quoique difficiles, les autres parce qu'ils l'étaient. Les uns m'ont servi, quoique difficiles, les autres parce qu'ils l'étaient. Une exposition de peinture, un tableau et deux hommes devant lui. L'un, à demi penché sur la barre, parle, explique, éclate. L'autre est muet. On devine à sa courtoisie qu'il est absent. Il prête l'oreille et refuse l'esprit. Il est au bois, il est à la bourse, il est chez une dame, mais il est impossible d'être plus loin avec plus de forme et de présence sensible. Une manière, oui, une manière d'artiste à deux pas derrière eux me regarde. Son œil m'adresse tout le mépris de ses explications sonores qui s'entendent d'assez loin. Et moi, comme je suis au premier plan de cette petite scène, que je vois à la fois le tableau, les amis, le peintre derrière eux, que j'entends le parleur, que je vois le visage de celui qui les juge, je crois que je contiens les uns et les autres. Je m'attribue une conscience d'ordre supérieur, une juridiction suprême. Hein. Je bénis, je condamne tout le monde. Hein. Misereor super turbam. Je plane au-dessus de la mêlée et je compatis. Mais bientôt, une réflexion me fait fuir cette situation divine d'où je contemplais des étages de jugement relatif. Je sens trop que le hasard m'y avait placé. Je ne sais enfin que penser. Rien ne me rend plus pensif. Je ne sais enfin que penser. Rien ne me rend plus pensif. Là, on a fait le plus difficile, hein, vous inquiétez pas, parce que là, je sens qu'il faut mieux le dire immédiatement. Là, j'ai senti chez certains un ahurissement qui était... Pour un samedi soir, on s'est même demandé si c'était venu au bon théâtre. Hein. Je vous dis pas que le reste est très évident, mais disons que je rassure, parce qu'il y a des visages terrorisés. Hein. Il y a des visages accablés, quoi. Ils ont fait... Et pendant les grèves, c'était pire. Hein. Il y a une phrase très importante pour comprendre Paul Valéry, c'est une phrase qui est un miracle. Ce miracle, c'est les 3 lignes que Valéry a écrites sur la poésie. C'est la phrase que je cherchais depuis 25 ans sur l'acte poétique, sur l'œuvre poétique, qui est tout souvent associée à quelque chose de tellement rasoir. La plupart des hommes, dit Paul Valéry, la plupart des hommes
ont de la poésie une idée si vague que ce vague même de leur idée est pour eux la définition de la poésie. La phrase qu'a omnibulée Louis Jouvet dans son parcours d'acteur et de génie théâtral est la phrase de Paul Valéry sur le mystère du théâtre, et c'est Valéry qui l'a écrit. Les mots, dit Paul Valéry, les mots sont des planches jetées sur un abîme avec lesquelles on traverse l'espace d'une pensée qui souffre le passage et non point la station. L'homme en vif mouvement les emprunte et se sauve, hein? Mais s'il insiste le moins du monde, ce peu de temps les rompt et tout s'en va dans les profondeurs. Alors là, le texte qui a été à la base de ce spectacle, texte que je vais vous dire et qui termine la période Valéry pour nous emmener à celle de Roland Barthes, c'est sur le couple, c'est complètement libérateur. Pour certains, ça leur change la vie. Il n'existe pas d'être capable d'aimer un autre être tel qu'il est. On demande des modifications, car on n'aime jamais qu'un fantôme. Ce qui est réel ne peut être désiré, car il est réel. Je t'adore, oui, je t'adore, oui, mais ce n'est... Mais cet habit que vous avez, peut-être, le comble de l'amour partagé consiste dans la fureur de se transformer l'un l'autre, de s'embellir l'un l'autre, dans un acte qui devient comparable alors à un acte artiste, et comme celui-ci qui excite je ne sais quelle source de l'infini personnel. Alors, le prochain écrivain, c'est Roland Barthes. Alors, Roland Barthes, pour ma génération, ça a été quand même le penseur, le sémiologue, l'homme le plus adoré à l'époque des Foucault, des Deleuze, etc. Et Roland Barthes a écrit des livres très pointus, comme comme le Degré zéro de l'écriture, comme certains bouquins sur Racine. Et il a fait un livre merveilleux, qui a été mon livre de chevet, qui s'appelle Le fragment d'un discours amoureux, livre pour ma génération, qui était notre livre de référence. Et il a rencontré un très grand succès de librairie par rapport à ses lecteurs, qui étaient plutôt des universitaires. Succès de librairie, c'était pas Marc Lévy, hein, c'était pas non plus... Les gens se levaient pas en disant « je veux me faire le fragment discours amoureux ». Non, c'était pas, ça sortait pas à la Fnac, c'était pas le iPod à la mode d'avant-hier, c'était pour des gens quand même qui avaient envie de savoir ce qu'était l'état amoureux dans sa complexité ou dans sa complexion. En tout cas, le premier... ce livre s'appelle donc Fragment d'un discours amoureux. Il est édité au Seuil dans la collection Telle quelle. C'est donc, ça n'est pas au hasard. Donc, le premier texte de Roland Barthes s'appelle Le petit point sur le nez. Je t'adore, disait Valéry. Ah oui, c'est que Roland Barthes disait une chose très importante. Il disait qu'il n'existait pas en littérature de génération spontanée. C'est-à-dire que contrairement aux idées de 68, il n'existe pas de génie, de fulgurance qui sortirait de nulle part, contrairement à ce qu'on pensait, l'idée d'un Rimbaud, d'un Artaud, d'un Lautréamont qui surgissent. Non, même Rimbaud vient de Baudelaire peut-être, et aucun auteur ne vient spontanément. Cette chose est importante parce que je pense que Barthes ne pouvait pas arriver spontanément. Si Paul Valéry n'avait pas écrit avec le raffinement, il y a dans les relations qui se font intimes entre gens délicats, ce mélange extraordinaire de la crainte de n'être pas compris avec la terreur d'être compris, eh bien, Barthes n'aurait pas pu écrire ce fragment du discours amoureux. Alors, le premier texte du fragment s'appelle « Petit point sur le nez ». Mot scientifique, altération. Production brève
dans le champ amoureux d'une contre-image de l'objet aimé. Au gré d'incidents infimes ou de traits ténus, le sujet voit la bonne image soudainement s'altérer. Se renverser. Oui, c'est une déception en gros. Hein. Un mec normal, il sort du resto et il dit « Ah, j'ai pas ressenti le même truc ». Et chez Barthes, ça devient production brève dans le champ amoureux d'une contre-image. On l'a tous vécu, même si ça a l'air d'avoir des termes un peu... On a tous vécu des productions brèves dans le champ amoureux d'une contre-image de l'objet aimé. Ça nous est tous arrivé. Pas le couple. Parce que le couple qui a 10 ou 15 ans, il a peu de problèmes de contre-image. Lui, il a photographié, c'est bon. De temps en temps, il est surpris ou elle est surprise, mais globalement, on est sur un cheminement... C'est ça la solidité du couple. C'est justement pour échapper à la production brève dans le champ amoureux d'une contre-image. T'as plus de contre-image, t'as pris le paquet dans sa totalité, et puis après tu peux flipper, mais enfin, c'est pas le problème. Le problème, c'est que Barthes appelle ça, j'adore cette phrase, ça m'a obsédé, j'avais 25 ans, j'étais déjà obsédé par ce texte-là, production brève dans le champ amoureux d'une contre-image de l'objet aimé. Au gré d'incidents menus ou de traits ténus, le sujet voit la bonne image soudainement s'altérer, se renverser sur la figure parfaite et comme embaumée de l'autre, tant elle me fascine. Hein, j'aperçois tout à coup un point de corruption. Ce point est menu, un geste, un objet, un vêtement, quelque chose d'insolite qui surgit, qui se pointe d'une région que je n'avais jamais soupçonnée et rattache l'objet aimé à un monde plat. L'autre serait-il vulgaire? Moi qui encensais dévotement son élégance et son originalité, le voilà qui fait un geste, par quoi se dévoile en lui une autre race. Je suis ahuri, j'entends un contre-rythme, quelque chose comme une syncope dans la belle phrase de l'être aimé, le bruit d'une déchirure dans l'enveloppe lisse de l'image. L'état dont parle Roland Barthes est évidemment l'état délirant amoureux. Hein. Un couple qui a 30 ou 40 ans de pratique, si la femme, au moment où le mari va faire les courses, ouvre le frigo et dit « Dis donc, t'oublieras pas d'acheter du PQ », c'est très rare que le mari dise « J'entends un contre-rythme ». On a envie de faire un gros plan sur la femme, là. Hein. Comment? Je te dis que j'entends un contre-rythme. Quelque chose comme une syncope dans la belle phrase de l'être aimé. Le bruit d'une déchirure dans l'enveloppe lisse de l'image. Une fois, l'autre m'a dit, en parlant de nous, raconte Roland Barthes, il a défini notre rapport par ces termes, une relation de qualité. Ce mot m'a été déplaisant. Il venait brusquement du dehors, aplatissant la spécialité du rapport sous une formule conformiste. Bien souvent, c'est par le langage que l'autre s'altère. C'est par le langage que l'autre s'altère. Il dit un mot différent. Il dit un mot différent et j'entends bruire d'une façon menaçante tout un autre monde, qui est le monde de l'autre. Albertine, dans La recherche du temps perdu, ayant lâché l'expression triviale « se faire casser le pot ». Hier soir, je me suis fait casser le pot. Le narrateur proustien en est horrifié. Il en est horrifié parce que c'est le ghetto redouté de l'homosexualité féminine, de la drague grossière qui se trouve révélée tout d'un coup, toute une scène par le trou de la serrure du langage. Le mot est d'une substance chimique ténue qui opère les plus violentes altérations. Le mot est d'une substance chimique ténue qui opère les plus violentes altérations. L'autre, maintenu longtemps dans le cocon de mon propre discours, fait entendre par un mot qui lui échappe les langages qu'il peut emprunter et que par conséquent
on lui prête. Parce qu'on dirait, dit Roland Barthes, que l'altération de l'image, enfin l'altération, c'est quand les gens sortent d'un rendez-vous et qu'ils disent « Bah, j'ai pas ressenti exactement. » Barthes appelle ça une production brève dans le champ amoureux. Hein, on dirait que l'altération de l'image, c'est des mots compliqués, mais qui veulent dire des choses très simples. L'altération de l'image, la déception, hein, ça arrive, on a tous vécu ça. On dirait que l'altération de l'image se produit lorsque j'ai honte pour l'autre. La peur de cette honte, au dire de Phèdre, retenait les amants grecs dans la voie du bien, chacun devant surveiller sa propre image sous le regard de l'autre. Or, la honte vient de la suggestion. L'autre, au gré d'un incident futile que seule ma perspicacité ou mon délire saisissent, m'apparaît ou apparaît brusquement, se dévoile, se déchire, se révèle, au sens photographique du terme, comme assujetti. Car la mauvaise, assujetti à quoi? À une instance d'ordre servile. Parce que la mauvaise image n'est pas une image méchante, c'est une image servile. La succession de points sur le nez débouche, en général, par la rupture. La personne n'est pas aussi sublime qu'on l'imagine. Alors, y a le fameux rendez-vous, la convocation atroce. Faut qu'on se parle, je crois qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Le mec commence à paniquer, ou la nana, merde, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il faut arrêter. Alors, il y a des SMS violents, hein. Trop de points sur le nez. Impossible et de cristalliser, de projeter. Arrête de me gonfler. Voilà. Et ça, bon. C'est qu'il y a une spectatrice qui m'a dit « Mais c'est bête d'en faire tout un foin de cette histoire. Ah, on peut les enlever, les points noirs. » C'est une métaphore, le point sur le nez. C'est pas un point de graisse. C'est pas grave. Il y en a une qui m'a dit que Barthès était de la famille de... Barthès, oui. Barthes était de la famille de Barthès. Mais moi, je m'en fous. Je l'ai trouvée merveilleuse, cette femme. Pourquoi on mépriserait une femme qui croit qu'il est de la famille du footballeur? Pourquoi? On n'est pas des culturels fachos, hein? On n'est pas non plus des gens qui sont contents quand les gens sont très... Mais c'est pas... On est ensemble, c'est ça qu'il faut... Je ne peux pas vous dire autrement, c'est un sentiment, quoi, chevillé au corps. Hein, on est ensemble. Donc, la succession de points sur le nez débouche sur la rupture. On l'a vécu tous, on ne peut pas le dire mieux. Moi, j'ai été amoureux d'une jeune fille à 15 ans. Tout était parfait. J'ai attendu 3 semaines le rendez-vous. C'était devant les Galeries Lafayette. J'étais comme un fou. Je crois que j'ai jamais ressenti cet état-là. J'avais 15 ans. J'ai traversé Montmartre et j'ai tout vécu. Tout ce bouquin. J'ai vécu l'attente. J'ai vécu j'ai tout vécu. Et elle est arrivée avec une écharpe effrayante. Qui ne révélait pas que du mauvais goût, qui révélait une forme de folie. Et je me suis dit, pourquoi l'objet que je visualise parfait, enfin l'objet dans le bon sens, hein, l'objet amoureux, est-il pour... Eh ben voilà, Barthes m'a donné les mots. C'est la rupture, le deuil, l'agonie, et Barthes l'appelle sous le terme agonie. Je pense à l'hétéro normal qu'a acheté l'équipe ce matin, qui avait envie d'une bonne soirée sympa, hein, genre, je sais pas moi, les Fugueuses, tu vois, par exemple, et qui se tape du production brève dans le champ amoureux d'une contre-image. Les femmes, ça passe toujours bien, mais j'en vois certains soirs des mecs qui sont là en train de se dire « Mais il est pédé, ce mec-là » Donc, nous sommes dans le concept de l'agonie. Rupture, on l'a tous vécu, faisons pas les malins. Agonie, mot scientifique, angoisse. Le sujet amoureux, au gré de telle ou telle contingence, se sent emporté par la peur d'un danger, par la peur d'une blessure, d'un abandon, d'un revirement. Sentiment qu'il exprime sous le nom angoisse. Ce soir, je suis revenu seul à l'hôtel. L'autre a décidé de rentrer plus tard dans la nuit. Les angoisses sont déjà là, comme le poison préparé, la jalousie, l'abandon, l'inquiétude. Elles attendent seulement qu'un peu de temps passe pour pouvoir décemment se déclarer. Je prends un livre
et je prends un somnifère calmement. Le silence de ce grand hôtel est sonore, indifférent, idiot, ronron lointain des baignoires qui se vident, les lampes, les meubles sont stupides. Rien d'amical où se réchauffer. L'angoisse monte. L'angoisse monte, j'en observe la progression comme Socrate sentant s'élever le froid de la ciguë. Le psychotique vit dans la crainte de l'effondrement de son identité dont les psychoses ne seraient que des défenses. Mais la crainte clinique de l'effondrement, dit Winnicott, grand psychiatre des années 40, n'est que la crainte d'un effondrement qui a déjà été éprouvé sous le nom de primitive agony. Et il y a des moments, c'est le psychiatre qui parle, où un patient a besoin qu'on lui dise que l'effondrement dont la crainte mine sa vie a déjà eu lieu. De même, semble-t-il, pour l'angoisse d'amour. Elle est la crainte d'un deuil qui a déjà eu lieu. Dès l'origine de l'amour, dès le moment où j'ai été ravi, il faudrait que quelqu'un puisse me dire « Ne soyez plus angoissé, vous l'avez déjà perdu ». Évidemment, t'as un mec qui te dit « Je me suis fait jeter comme un rat », si tu lui dis « Ne sois plus angoissé ». Tu l'as déjà perdu dans ta petite enfance. Je ne sais pas si ça l'aide, en tout cas, c'est ce que dit Winnicott. Il n'y a pas que des moments affreux, il y a des moments délicieux, douloureux, mais délicieux, et le plus beau, c'est l'attente. Ça s'appelle l'attente. Alors, l'attente, on l'a tous éprouvé, là, on le connaît, hein. Sauf quand cette attente devient le lapin. Alors là, le lapin, ça, c'est horrible. Alors là, c'est... Hein. Mais l'attente dans l'espoir, hein. L'attente qui n'est pas encore un lapin, voilà. Ah, l'attente qui devient un lapin, c'est l'angoisse, hein. C'est en attendant Godot, voilà, c'est tout d'un coup. Qu'est-ce qu'on attend? Ben, on attend Godot. Il t'a dit qu'il viendrait, mais oui, il va venir. Quand? Et c'est là qu'un des deux personnages dit « Si on se pendait ». Ça fait bander, dit l'autre. Oui, pendons-nous tout de suite. Ils arrivent devant un arbre. Et il y en a un qui dit « Mais dis donc, si Gogo se pend, Didi, seul !» Parce qu'il ne peut pas l'aider à monter. J'avais pas pensé à ça. Et la réplique de Beckett est sublime. « Alors qu'est-ce qu'on fait ?» Il répond, Vladimir, « Ne faisons rien, c'est plus prudent. » L'attente avant de devenir un lapin, on l'a tous vécu, c'est sublime, et ça s'appelle tumulte d'angoisse suscité par l'attente de l'être aimé. Tumulte d'angoisse. Ah, c'est d'une beauté. Tumulte d'angoisse suscité par l'attente. On comprend pourquoi les gens veulent vivre en couple, tu comprends? Parce que tu vis tous les jours un tumulte d'angoisse. Un couple normal, à 7h30, quand elle regarde Ruquier, elle n'est pas là en train de se dire « Il va arriver ou pas ?» Je suis dans un état de tumulte d'angoisse. On s'en fout qu'il rentre à 8h ou 8h30. Mais quand on est amoureux, on est dans le tumulte d'angoisse suscité par l'attente de l'être aimé au gré de menus retards, rendez-vous, téléphone, lettres, etc. J'attends une arrivée. J'attends un retour, j'attends un signe promis. Ça peut être futile ou énormément pathétique. Dans un livret musical appelé de Schoenberg, appelé Attente, une femme attend son amant la nuit, dans la forêt. Moi, je n'attends qu'un coup de téléphone, mais c'est la même angoisse. Tout est solennel. Je n'ai pas le sens des proportions. Quand on attend, Barthes appelle ça la scénographie de l'attente. On se met à projeter, il va venir, il va pas venir. Et il appelle ça la scénographie de l'attente. Cette attente, dit Roland Barthes, je l'organise, je la manipule. Je découpe un morceau de temps où je vais mimer la perte de l'objet aimé et provoquer tous les effets d'un petit deuil. Ça se joue donc comme une pièce de théâtre, hein. Le décor représente l'intérieur d'un café. Nous avons rendez-vous. J'attends. Dans le prologue, seul acteur de la pièce,
Et pour cause, je constate, j'enregistre le retard de l'autre. Ce retard n'est encore qu'une entité mathématique, computable. Hein. Je regarde plusieurs fois ma montre, le prologue finit sur un coup de tête. Je décide de me faire de la bile. Je déclenche l'angoisse d'attente. L'acte 1 commence alors. Il est occupé par des supputations. S'il y avait un malentendu sur l'heure, sur le lieu, j'essaye de me remémorer le moment exact où le rendez-vous a été pris, les précisions qui ont été données, que faire, angoisse de conduite, changer de café, téléphoner, oui mais si l'autre arrive pendant ses absences, ne me voyant pas, il risque de repartir, etc., etc. L'acte 2 est celui de la colère. J'adresse des reproches violents à l'absent. Tout de même, il ou elle aurait pu. Il ou elle sait bien que, s'il pouvait être là, pour que je puisse lui reprocher de ne pas être là. Dans l'acte 3, j'obtiens l'angoisse toute pure, celle de l'abandon. Je viens de passer en une seconde de l'absence à la mort. Alors l'autre est comme mort, hein? Explosion de deuil. Je suis intérieurement livide. Telle est la pièce. Elle peut être écourtée par l'arrivée de l'autre. S'il arrive en 1, l'accueil est calme. S'il arrive en 2, il y a scène. S'il arrive en 3... Alors là, s'il arrive en 3, il y a une spectatrice qui m'a fait. C'était pas du tout la bonne réaction parce que c'est le contraire. Pour Barthes, s'il arrive en 3, c'est la reconnaissance, l'action de grâce. Je respire largement tel Péléas. Sortant du souterrain, je retrouve l'odeur de la vie et l'odeur des roses. C'est intéressant la réaction de la spectatrice parce qu'effectivement, pour Barthes, il y a une telle passivité dans sa relation amoureuse que quand il arrive en 3, il est tellement heureux, et on l'a tous vécu, ça, c'est pas possible. Elle arrive, c'est génial. T'oublies tout, à la 14h, je sais pas, moi, elle a 1h30 de retard, tu t'en fous complètement, elle est là, c'est sublime. Et pour cette femme, c'était intéressant. Il y a un couple qui sortait du spectacle quand je le jouais à la Villette, et il était dans la station de taxi, après, à la fin, vers 10h30, et j'entends cette femme dire à son mari, « Dis donc, quand tu m'attendais au Café de la Musique, avant d'aller au spectacle, étais-tu dans le tumulte d'angoisse ?» Le mec, il est lâchement sympa, il a dit « Bon, non, on avait rendez-vous à 8h. » Elle a réalisé qu'il n'était plus dans le tumulte d'angoisse. L'angoisse d'attente n'est pas continuellement violente, dit Roland Barthes. L'angoisse d'attente n'est pas continuellement violente. Ah là, ces moments mornes. J'attends et tout l'entour de mon attente est frappé d'irréalité. Dans ce café, je regarde les autres qui entrent, qui papotent, qui plaisantent, qui lisent tranquillement. Eux, ils n'attendent pas. Suis-je amoureux? Voilà des questions qu'on se pose et on téléphone à des amis, on les gaffe pendant 5-6 heures de suite. Le pauvre essaye de décrypter les complexités ou les complexions du cœur humain et la nana te dit « Mais tu l'aimes ou quoi? Je sais plus quoi te dire, moi. » Eh bien, moi, j'ai la réponse, c'est la bonne nouvelle de l'année dernière. Suis-je amoureux? Oui, puisque j'attends. L'autre, lui, n'attend jamais. Alors évidemment, c'est une vision un peu douloureuse de la part de Roland Barthes. Hein. Il est amoureux de gens qui, manifestement, ne sont pas amoureux de lui. Hein, parce qu'il dit « L'autre, lui, n'attend jamais. » Parfois, je veux jouer à celui qui n'attend pas. J'essaye de m'occuper ailleurs, d'arriver en retard. Mais à ce jeu, je perds toujours. Quoi que je fasse, je me retrouve désœuvré, exact, voire en avance. L'identité fatale de l'amoureux n'est rien d'autre que « je suis celui qui attend ». Alors, il y a un proverbe taoïste que Roland Barthes a utilisé pour symboliser le bonheur de l'attente et son mystère. Alors ça, c'est un texte taoïste pris par Barthes. Alors là, ne vous crispez pas plus, parce que j'en vois certains soirs qui se disent « Oh là, c'est du taoïsme, il va falloir y aller. » Non, au contraire.
complètement zen intérieurement, on détend totalement le hara, on se dit qu'il n'y a rien à comprendre de particulier, il y a juste à écouter le petit poème taoïste. Un mandarin chinois était amoureux d'une courtisane. Je serai à vous, dit-elle, lorsque vous aurez passé 100 nuits à m'attendre, assis sur un tabouret sous ma fenêtre dans mon jardin. Mais à la 99e nuit, le mandarin se leva, prit son tabouret sous son bras et s'en alla. Je peux le répéter une deuxième fois, mais ça n'avance jamais. Hein. Je l'ai déjà répété parce qu'on m'a emmené en tournée, il y avait une jeunesse difficile, et le gars m'avait dit, parlez-lui pas dans ces termes-là. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez que je dise, le mandarin chinois, il est écrit comme ça, il disait, trouvez des mots plus jeunes. J'ai dit, ah bah je peux vous le faire des magots. Il y a mandarin, il y a le noachi, il y a la meuf, elle lui a dit, moi tu vas m'attendre, mais moi le noachi, il a dit, mais moi j'ai pas envie d'attendre, moi j'ai envie de te niquer tout de suite, le mandarin là. Mais la meuf, elle lui a dit, tu vas m'attendre sur mon tabouret, mais moi je vais te donner ta race tout de suite, il a dit le noachi. La meuf a dit, mais tu vas pas tout me niquer, tu vas attendre sur le tabouret. Ta race. Moi le noachi, il a dit, mais moi je vais te dire un truc, moi. Je vais essayer d'attendre, mais moi je vais te tirer quand même, hein. Mais à la 90e nuit, le noachi, il a pris le tabouret. Je lui ai dit, je t'en mords, t'en meurs. Ça les a pas fait avancer du tout. Alors que si, c'est comme ça que j'ai parlé à Hollande. Un mandarin chinois était amoureux d'une courtisane. Je serais... Non mais je vais attaquer l'autre aussi, hein. Ne vous inquiétez pas, hein, parce qu'on me dit t'es un peu dur avec ses go. Ah mais j'ai tout prêt pour le président qui va venir peut-être dans 15 jours, et ça sera fait de la même manière. J'ai trouvé dans Paul Valéry cette phrase, que de choses, c'est pour Sarkozy, que de choses il faut ignorer pour agir. Et j'en ai une très bonne. Toujours pour notre président, pour le président, hein. C'est assis, dit le moine bouddhiste, assis paisiblement, sans rien faire, l'herbe croît d'elle-même. On lâche le mandarin ou on reprend un peu? Mandarin, hein? Ça c'est clair. Noachi, mandarin, meuf, bebon. Et pourquoi la veille, il a pris le tabouret? C'est ça, le prétexte de votre dîner après. Vous allez aller dans les restos pour les riches, les restos de riches pour les pauvres, des McDo sur le boulevard. Nous sommes ensemble. C'est un sentiment chevillé au corps. Un jour, j'ai fait la démocratie participative. J'ai dit que chacun dise ce qu'il a ressenti. Et c'était un bordel affreux. T'avais des mecs qui disaient « Bon, il l'aimait pas vraiment, hein, c'est tout ». C'est pauvre. Roland Barthes ne se contentait pas d'écrire tous les textes les plus compliqués, le degré zéro de l'écriture, sur Racine, mythologie. Et on avait la chance, période divine, dans les années 80, 75, de pouvoir acheter dans le Nouvel Observateur et d'avoir sa chronique. Et un miracle a fait que j'ai retrouvé les chroniques de Roland Barthes, chroniques qui étaient comme des mythologies qu'il avait écrites 20 ans plus tôt et qui étaient sur l'air du temps, sur des choses très minimalistes. On pouvait lire tous les jeudis, par exemple, des choses très pas importantes apparemment. L'amitié.
Le mal qu'on dit de nous, c'est par nos amis les mieux intentionnés que nous l'apprenons. Tu sais que l'autre jour, je t'ai très très bien défendu, hein. C'est ainsi que j'apprends que l'on m'a attaqué. Il s'établit alors une sorte de différence entre les amis. Tous m'aiment bien sans doute, mais seuls certains connaissent la carte exacte de mes blessures. Celui qui me blesse sans le savoir pour me montrer son dévouement me gêne 2 fois par l'information qu'il me donne et parce que je découvre qu'il ne me connaît pas subtilement, à moins qu'il n'agisse par perversité. Paquet! Paquet! Ce qu'il y a, c'est extraordinaire comme époque. Il pouvait faire un article sur les paquets. Ce qu'il y a de plus difficile dans les livres qu'on reçoit, ce n'est pas de les lire, ni même d'en parler, mais c'est d'ouvrir le paquet. Il faut lutter de force contre le carton et le papier collant. La languette de l'enveloppe qui devait assurer une ouverture magique se casse. Il faut cisailler, la poussière des tubes qui matelassent l'enveloppe se répand partout, colle à la moquette, au fauteuil, et après quoi, grande angoisse des temps modernes, il faut se débarrasser de tous ces emballages. Peut-être avec injustice, j'ai l'impression que ce cadenassage excessif est très français. Ce cadenassage excessif est très français. L'emballage est toujours trop lourd, trop fermé, trop compact, hein, comme s'il s'agissait de retenir le plus longtemps possible la marchandise, de ne pas la livrer. Oui, de ne pas la livrer. Aberration de ces étiquettes qui collent si bien à l'objet que rentré chez soi, on ne peut les enlever qu'en grattant, qu'en rayant, qu'en abîmant à jamais ce qui vous a fait tant de plaisir à acheter. Perceval le Gallois. Au cinéma, la fumée risque de gêner les spectateurs. C'est pourquoi on l'interdit. Mais les rires qui derrière moi accompagnent ce film qui m'émeut, ce film que j'admire, ce film que j'aime, aucune loi ne les interdit. Et pourtant, il me blesse, car ce soir-là, le public riait, ai-je cru entendre, de ces choses que précisément j'aimais dans le film d'Éric Rohmer. Un art du récit, la saveur d'une langue différente et cependant claire, le charme d'une parole assonancée, le relief des caractères, le rapport très subtil de la littérature et de l'image, pour tout dire une sorte de bienveillance, de bonté, de génie, de noblesse. Il y a certes dans Perceval d'Éric Rohmer des moments délibérément drôles, mais dès lors que le rire du public vient d'une moquerie, ou d'une espèce de grossièreté de sentiment, dès lors qu'on rit d'une sensibilité ou d'une innocence, dès lors qu'on rit d'un auteur à son insu, la barbarie apparaît. Passe encore de rire à Pucelle, à Baiser, à Garce, tous les potaches l'ont fait. Mais rire de la simplicité du héros de Rohmer. Et c'est précisément cela, le film de Rohmer. Simple, dans tous les sens du mot, c'est dire « je ne comprends pas l'autre, je ne veux pas de l'autre, je ne veux pas de l'autre, je ne veux le même, je veux seulement d'un Moyen-Âge où rien n'est différent d'aujourd'hui, sauf les costumes. » Alors, pour comprendre un petit peu la soirée dont parle Roland Barthes, je suis obligé de vous dresser un tout petit tableau rapide de ce qui s'est passé sur cette soirée-là. Éric Rohmer, cinéaste, alors lui, complètement culte dans les années 80, même s'il tourne encore, moins connu maintenant, parce qu'il est très âgé. Mais Rohmer, dans les années 80, était vraiment culminant avec Truffaut et Jean-Luc Godard. Il incarnait la nouvelle vague, il avait créé les Cahiers du cinéma. Et c'était une époque bénie où les 2 cinémas dits commerciaux d'un côté, les grands films d'aventure très séduisants avec Zidi, Belmondo, tu vois, les hélicoptères, tout ça, et tout le cinéma d'auteur, Godard, Truffaut et Rohmer, pouvait totalement coexister. Époque qui n'existe plus du tout, mais à cette époque-là, les cinéastes très pointus,
pointus entre guillemets et les cinéastes de divertissement pouvaient tout à fait cohabiter, même si d'ailleurs Truffaut disait que pour lui le but, Truffaut étant un proche de Rohmer, Truffaut disait que pour lui la plus belle formule du cinéma c'est Guitry qui l'incarnait, puisque Guitry enseignait en distrayant. Alors ça évidemment, c'est là on est dans le haut de gamme, on en est loin en ce moment, peu importe. Rohmer, à cette époque-là, je dis ça parce qu'il y a des gens qui ne savent plus du tout qui est Rohmer. Alors, il y en a qui le savent, mais il y en a qui ne savent pas. Était donc la star du cinéma avec Godard. Il avait fait tous les contes moraux, le Manu chez Maud, le Genou de Claire, L'amour l'après-midi, etc., etc. Et surtout son chef-d'œuvre, La Marquise d'O, où il avait eu l'Ours d'Or à Berlin, la Cannes, etc. L'adaptation de Kleist, le grand chef-d'œuvre de Kleist, La Marquise d'O, et Bruno Gantz, Edith Clever, magnifique film à Cannes, Rohmer, star énorme. Tellement star qu'il devient vraiment l'objet de toutes les convoitises. Et comme c'est un homme d'une austérité totale, un ancien agrégé, il a une envie démente qui lui prend. Il décide de traduire le premier roman français écrit en 1190 par Chrétien de Troyes. Vous êtes comme moi, vous ne vous levez pas le matin en disant si je pouvais trouver une édition de Chrétien de Troyes. Non, Chrétien de Troyes, à part ceux qu'on fait la grègue, c'est abstrait pour nous. Chrétien de Troyes, faut déjà être balèze pour savoir qui c'est. Hein. Je vous avoue que je ne savais pas qui étaient les chrétiens. Vous avez compris que Perceval le Gallois, si je ne l'avais pas joué, j'en saurais pas autant. Je l'ai d'ailleurs tellement joué que je suis resté 3 ans et demi au chômage. Donc, Chrétien de Troyes, 1190, et il traduit ce merveilleux texte que personne ne comprenait, qui n'était pas du tout du vieux français à la Villon. C'était pas du tout « Ah Dieu, si j'eusse étudié au temps de ma jeunesse, folle, juste maison et couche molle. Mais quoi, je fuyais l'école. Hein, non, c'était pas du Montaigne, c'était une sorte d'occitan, tu vois, mais un occitan hallucinant. Et Rohmer, il y en a qui vont dans des clubs d'échangistes, il y en a qui vont faire du spa. Et bien Rohmer, lui, il a mis 2 ans de sa vie à traduire les 9234 vers de Chrétien de Troyes. Il y a des gens bizarres. Et bien lui, il en a fait partie. Il s'est dit, je vais me le faire, moi, le Chrétien de Troyes. La traduction était tellement admirable que tous les producteurs ont voulu lui pondre le film de cette traduction. Faites un grand film sur le Moyen-Âge, vous n'en avez jamais fait. Faites un grand film en costume. Alors, lui, il voulait surtout pas faire un film dans la nature, avec un vieux château du 16e qui fait semblant d'être du 12e, comme fait France 2, tu sais, avec des trucs qui courent. Non, il a voulu reconstituer les enluminures du 12e siècle, et il a voulu tout faire en studio, recréer le 12e siècle et les enluminures du... Alors là, il y a eu un petit flottement chez les producteurs, ils se sont dit, ouh, là, il va loin, le Rohmer. Mais tellement aimé par l'intelligentsia et par... qu'on lui a dit, allez Eric, faites votre film, c'est votre chef-d'œuvre, allez-y. Il a mis 1 an et demi à le préparer, il m'a convoqué, je raconterai un jour comment il m'a convoqué, j'étais coiffeur, j'en revenais pas, je vois un mec qui commence à me regarder en me disant, vous êtes très petit, vous êtes assez petit, mais, levez-vous. Moi je ne savais plus où j'étais, je dis, mais je vais me lever. J'aime beaucoup ce que... Et je ne sais pas ce qu'il fallait faire, moi j'étais ahuri. Et il m'a engagé, peu importe. Je me rappelle seulement que j'avais un livre de Nietzsche dans la main. Et quand je suis rentré, je crois que c'est ça qui a fait que je suis devenu acteur. J'avais un livre de Nietzsche que ma fiancée m'avait donné pour que je me tapais Nietzsche tous les soirs, moi. Hein. Sinon, elle ne voulait pas baiser. Alors, il fallait que je me tape Nietzsche. Et je peux dire que c'était du gros. Hein. J'avais 22 ans, je sortais de la coiffure, du Nietzsche. C'est frontal hein, comme rencontre. Et je suis arrivé chez Rohmer, et Rohmer me dit... Moi, je suis arrivé, je me rappelle très bien, c'est la première fois que je le fais. Hein. Vous pourrez dire à tous vos amis, ils n'ont jamais entendu ce truc-là, c'est la première fois que je le fais. Je suis arrivé, j'ai tapé à la porte et j'ai fait « Âgé de 30 ans, Zara... » Je m'en foutais complètement de Rohmer, je ne savais même pas qui c'était. « Âgé de 30 ans... » Je voulais pas être acteur. Hein. « Âgé de 30 ans, Zarathustra quitta son pays et le lac de son pays. » Le Rohmer m'a dit « Vous lisez Nietzsche ?» Je dis « Bah... » Il a dit « Attendez !» Il a couru dans son imperméable, il est revenu, il m'a dit « On lit le même !» Mais en allemand, il a dit, lui. Ça, c'était la rencontre, Eric Rohmer et moi, et ça a duré 8 films. Peu importe. Alors donc, Rohmer, cinéaste pointu, producteur qui met le blé, et lui, qui achète Épinay,
On a tourné pendant 1 an. On est parti dans des studios. J'ai appris à monter à cheval, gratuit, payé par la production. J'ai appris à prendre une épée. Puis alors, l'épée du XIIe siècle, c'est pas le petit truc comme ça. Rien que de la porter, t'es désespéré. Il faut la tenir comme ça. Des coques de mailles qui faisaient 72 kilos. Et on monte à cheval, 1 an et demi de préparation. Là, je savais rien, moi. Mais le plus dur, c'était d'apprendre le chrétien de Troyes. Parce que tu vois, t'as dû à 6000 Portugais en 3 semaines. Mais du chrétien de Troyes, ça ne se faisait pas à cette époque-là. Donc, nous travaillons, nous faisons le film. Le film se tourne au bout d'1 an et la soirée dont parle Barthes, c'est la première aux Champs-Élysées. Tout Paris est là. Le président de la République, tous les intellectuels de la Sorbonne, Deleuze, Foucault, Lacan... Foucault, pas Jean-Pierre, Michel. On voit très mal Michel, non, on voit très mal Jean-Pierre Foucault dire à Roland Barthes « C'est ton dernier mot, Roland ?» Non, c'était du pointu, il n'y avait pas de Foucault, là. Il reste là le samedi soir avec ses chiffres, lui. Donc, il y avait du gros. Et moi, j'étais Pretty Woman, j'étais sidéré. Je me disais, c'est pas possible, je suis à côté du président de la République, j'étais coiffeur il y a 1 an, mais qu'est-ce qui se passe? C'était l'ascenseur social. Donc, à ce moment-là, le cinéma était tellement grand qu'ils n'ont pas invité que des fanats de chrétiens de Troyes. Ils n'ont pas invité que des fanats d'Éric Rohmer. Ils ont invité des Normands, des comme vous et moi. Alors ils ont vu Quête du Graal, ils se sont dit c'est les Monty Python, on va y aller. Et là, le film commence. 1500 personnes dans le cinéma, que des stars. Fanny Ardant, je vous dis des trucs, les deux parties, enfin du gros quoi, du gros. Premier plan, le cinéma bourré. Premier plan. Le décor, vous avez compris. Ah, j'ai pas dit le décor. Je vous ai pas écrit. Le décor, c'était donc du ciment peint en vert sur 2500 mètres carrés pour symboliser l'herbe. Il y avait un ciel bleu qui tournait à l'infini, qui symbolisait l'infini. Un arbre en fer complètement pas normal et des châteaux tout petits, plus petits que les acteurs, peints en or. Et les premiers plans du film commençaient par le chœur, 3 femmes, 2 hommes, qui commençaient un plan fixe, tu vois, un plan à la Ozu, un plan fixe. Un plan à la Guitry ou à la Pagnotte, un plan fixe, un plan où la caméra bouge pas, quoi, un plan fixe. Et il y avait 4 personnes, 2 femmes et 2 hommes, qui commençaient le film, derrière le décor magnifique, ils commençaient le film face à la caméra en disant « Ce fut au temps qu'arbres feuillissent, herbes et bois et prés verdissent. Et les oiseaux, en leur latin, chantent doucement au matin, et tout être de joie enflamme, que le fils de la veuve dame, dans le grand manoir solitaire, se leva et ne tarda guère que sur la selle ne se mit de son cheval, et qu'il ne prit 3 javelots. Je vais pas vous le faire en intégralité, ça dure 2h30. Surtout que c'était chanté, ça commençait comme ça. Ce fut autant qu'arbres feuillissent, herbes et bois et prés verdés, et les oiseaux. Alors là, il y a déjà un paquet qui se sont dit « Pas pour nous, le chrétien de Troyes !» Ce fut autant qu'arbres feuillissent, herbes et bois et prés verdés, et les oiseaux en leur latin doucement au matin, et tout être de joie enflamme que le fils de la veuve dame dans le grand manoir solitaire se leva et ne tarda guère. Toujours un mec qui se lève comme ça. Se leva et ne tarda guère que sur la selle de se mit de son cheval et qu'il ne 3 javelots et tout ainsi. La forêt Paris. C'était l'original. Public halluciné. C'était pas des sensibles de l'octosyllabe. Stop. Pour la vaste forêt
c'est parti. Et moi, j'arrivais, hein, comme Fernandel dans la Vache et le prisonnier, j'arrivais avec un cheval. C'était ma première scène, et puis j'entrais, et le chœur devait dire... Hein, alors j'avais 23 ans, je vais pas, hein, Perceval, les cheveux longs, un naïf, un peu bête, et le chœur disait... Ainsi en la forêt il entre. Et maintenant le cœur du ventre pour le doux temps lui réjouit. Et pour le chant que il ouït des oiseaux qui joie faisaient. Toutes ces choses lui plaisaient. Pour le doux temps serein, il ôta au cheval son frein. J'enlevais le mort, hein. Ôta au cheval son frein et le laissa aller paissant par l'herbe fraîche, verdoyant. Et alors là, laissé paisser sur du ciment, là, il y a eu résistance de la part du public. Il ne peut pas paisser sur du ciment, le cheval. Il y avait un esprit sérieux, tu vois. Mais il ne peut pas paître sur du ciment. Il ne pouvait pas intégrer. Je m'éloigne parce que je crache tellement que la semaine dernière, il y en a un qui a tout écouté avec une intensité comme ça. Et je voyais ses yeux qui faisaient ça, regardez. Sorte de DS-21 de Roland Barthes. Il avait les essuie-glaces, il bougeait pas, il était génial, il a fait ça pendant au moins une demi-heure. Je me suis posé la question de Paul Valéry, on devine à sa courtoisie qu'il est absent. Alors, et le laissa aller paissant par l'herbe fraîche verdoyant. Et moi j'entrais, je disais, et lui qui bien lancé savait les javelots qu'il avait. Il faisait jouer comme Delon à la troisième personne, c'est très bizarre. Faut le faire, hein, comme premier texte. Et lui qui bien lancé savait les javelots qu'il avait, allait autour de lui lançant, l'un en arrière, l'autre avant, et l'un en haut et l'autre en bas. Et le chœur, mais il entend parmi le bois venir 5 chevaliers armés de toutes armes adoubées. Et là, il y avait 5 vieux chevaux qui tournaient autour de l'arbre. Et moule grand fracas, les monnaies, les armes de... Mettez-moi l'original, j'en peux plus. Et mouvement fracas des menées. C'est bon, non? Les armes de ceux qui venaient. Sans souvent heurter aux armes. Parce que moi, j'adore ça. Les branches déchaînées des femmes. Et lancent les écus en terre. Et tous les auberges. Je vais la lancer dans les boîtes de nuit. Ah, c'est bon, non? Stop! Et là, il voit les chevaliers et il croit que c'est Dieu parce qu'ils sont remplis de lumière. Il s'agenouille parce que sa mère lui a dit que s'il voit Dieu, il les prend pour Dieu et il dit « Mais n'est-ce pas Dieu que je vois ?» Il en est ainsi beau parmi que les autres auprès de lui n'ont pas de beauté. Le 10e, puisque me dit ma mère même, il les prend pour les anges, puisque me dit ma mère même qu'on doit, Seigneur Dieu, adorer, supplier, honorer, je vais adorer celui-ci et tous les anges après lui. Notre Père qui es aux cieux, qui de nous tous le salut veut, que ton saint nom soit sanctifié. Le chevalier, il est très étonné. Qu'est-ce que t'as? N'êtes-vous Dieu? Non, par ma foi. Qu'êtes-vous donc? Chevalier! Chevalier! Et c'est là qu'on réalise que sa maman l'avait éloigné de la chevalerie parce que son frère et tous ses enfants étaient morts dans la chevalerie. Donc on l'a éloigné de la chevalerie, c'est pour ça qu'il est un peu particulier. Donc Perceval va voir sa maman qui est en train de préparer le frichti, qui a été jouée par la femme de Laurent Terzieff, Pascal de Boisson, et lui il court et il dit « Maman, 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 j'ai vu Dieu !» La mère dit « Mais tu as vu Dieu ?»« Oui, j'ai vu des chevaliers !» Et elle tombe dans les pommes parce qu'elle l'avait éloigné pour pas qu'ils connaissent. Et là, il y a la cousine qui arrive et qui dit « Votre père, s'il ne savait, fut à la jambe un jour blessé, et je suis en grande pauvreté. Et vous, qui tout petit étiez, 2 grands frères moule-beau aviez. Quand chevaliers adoubés furent, le jour même au combat moururent. » En plus, il nous faisait faire avec les gestes. « Votre père, s'il ne savait, fut à la jambe un jour blessé, échu, on aurait dit le langage des signes, échu en grande pauvreté,
Et vous, qui tout petit étiez, deux grands frères moulbot aviez, quand chevaliers adoubés furent, le jour même au combat moururent. C'est d'une telle beauté ça, quand chevaliers adoubés furent, le jour même au combat moururent. Ça a l'air de rien, mais c'est la perfection, mine de rien. On va le faire ensemble. Quand chevaliers adoubés furent, le jour même au combat moururent. Allons-y. Quand chevaliers adoubés furent, alors en haut, vous faites la première et en bas, vous faites la deuxième. 1, 2, 3. Quand chevalier. Là, il y a eu, voilà, c'est normal. C'est le capital, il paye plus cher, c'est effrayant. On le reprend. 1, 2, 3. N'est-ce pas Dieu que je vois? Quand chevalier adoubés furent, le jour même au combat mourut. Ah oui, du deuil des fils, la maman dit, du deuil des fils mourut le père. Et la mère disait, et j'ai eu une vie moult amère, soufferte depuis qu'il fut mort. Vous étiez tout mon réconfort, vous étiez tout mon réconfort, toute ma joie et tout mon bien. Je n'avais plus aucun des miens. Vous seul que Dieu m'avait laissé, vous seul que Dieu m'avait laissé. Elle répond, et moi, Perceval disait, vous pleurez, vous pleurez? Moi, je vais manger. Je ne sais de quoi vous parlez. Je m'en irai moule volontiers au roi qui fait les chevaliers. Je m'en irai quoi qu'on en ait. Et crash descendait, je prenais un cheval, le cœur disait. Et 3 jours plus tard, le valet quittait le manoir de sa mère. Et comme j'avais très peu de chemin à faire pour aller trouver le château, il y avait le cœur qui faisait. Le chevalier s'ennuierait, à chevauchant par la forêt. Car en les forêts solitaires, plus s'y connaît qu'en plate terre. Il y avait des dizaines de mecs qui se barraient. Le chevalier s'ennuierait, va chevauchant par la forêt, car en les forêts solitaires, plus s'y connaît qu'en plate terre. Et chevauchant tant et si bien, et chevauchant tant et si bien, qu'apparut une ville au loin. Alors la ville, c'était une tour, avec une meuf plus grande que la tour. C'est là où le public a eu du mal, c'est qu'il comprenait pas pourquoi la tête sortait de la tour. Ils en revenaient pas, ils sont rationnels, les gens, hein. Tu vois, ils disent, pourquoi la tête, elle est plus grande que la tour? Mais pourquoi la tête, elle est plus grande que la tour? Et elle devait dire, qui donc appelle? Et moi, je répondais, bel ami, un chevalier suit, qui vous prie que dedans me fassiez entrer, et l'hôtel pour la nuit prêté. Elle me répondait, oui, vous l'aurez, mais peu de gré, vous m'en aurez. Et là, le pont-levis descendait, je rentrais avec le cheval, j'étais accueilli par la patronne du château, Blanche-Fleur, jouée par Ariel Dombal, avant la couverture de Paris Match. Le chevalier s'ennuierait, à chevauchant par la forêt, car en les forêts solitaires, plus se connaît qu'en plate. Et chevaucha tant et si bien. Et chevaucha tant et si bien. Là, 500 sont partis d'un coup, pas à cause d'elle, pas à cause d'elle. Ils en pouvaient plus. Le directeur de la Gaumont de l'époque est venu me voir en me disant « Vous n'êtes pas pire qu'un autre, Lucchini, mais c'est votre dernier film, hein ?» Je suis reparti rue Cadet dans le 9e, on m'a arrêté en bas des Champs-Élysées. On m'a dit, remonte, il y a Romer qui fait une rencontre avec les universitaires. Il restait 113 personnes sur les 1550. Je reviens et je vois un prof qui se met à faire, lève le doigt en disant, je m'oppose radicalement au concept de l'acier au 12e. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à un truc pareil? J'ai été coiffeur, moi, 14 ans. Et Romer répond. Il y a plusieurs ambiguïtés possibles parce que c'est intérieur. Ça dure une demi-heure, il va dans la voiture pour aller vérifier. Il va au Panthéon, et moi je suis avec tous les profs, j'ai qu'un truc à leur proposer. Le chevalier s'ennuierait,
va chevauchant par la forêt, car en les forêts sols, tapait déprimé les profs, et car en les forêts solitaires, à plus il connaît qu'en plateau terre. Et chevaucha, j'avais déjà un amour de Johnny à cette époque-là, et chevaucha tant et si bien, ouais. Et chevaucha tant et si bien, ouais. Et chevaucha, il regardait, il s'était halluciné, et chevaucha tant et si bien, car par une ville au loin, car par une ville au loin, le chevalier s'enlève à chevauchant par la forêt, car on les forêts, c'est une demi-heure, je suis resté comme ça, car on les forêts solitaires, halluciné. Et Romer est revenu en disant vous avez raison, ça n'existe pas la série. Je descends. Je reviens dans le 9e, rue Cadel, là où j'habitais, au coin de la Faubourg Montmartre. Je monte déprimé, 3h du matin. Surtout que le plus grand critique de l'époque, Jean-Louis Bory, ça je le nomme, la star de toutes les stars, avait écrit dans le Nouvel Observateur « Quel dommage que Perceval soit joué par ce nigedouille sans charme !» Le lendemain matin à 9h, coup de téléphone. Achète le Nouvel Obs! Je dis non, parce qu'il y avait déjà François Chalet qui, dans François, avait écrit « Quant à Fabrice Lucchini, il ressemble à Serge Lama dans La Dame aux Camélias. » Je descends modestement. Je suis inquiet, je vais au marchand de journaux, je demande le Nouvel Observateur, j'essaye de le lire de très loin pour voir s'il n'y a pas une saloperie supplémentaire. Oh, la chronique de Roland Barthes, d'ici Barthes me démolit, c'est atroce. Ce film que j'admire, ce film que j'aime, ce film qui m'émeut, cette sorte de noblesse, de génie, 3 lignes sur moi, j'ai un chou énorme. Je veux rencontrer Roland Barthes, il faut que je connaisse Roland Barthes. Je me débrouille pour avoir son adresse, il habite rue Servant-Denis, une petite rue qui part de la place à Sulpice et qui va au Luxembourg. Je me précipite dans cette petite rue, j'arrive devant l'immeuble, la concierge m'empêche de rentrer. Personne ne parle à Roland Barthes. Si vous voulez aller lui parler, allez au Collège de France le dimanche matin. Il donne son cours magistral, comme Lévi-Strauss. C'est une concierge très intello. Hein. C'est vrai que le dimanche matin, Roland Barthes faisait son cours de Collège de France, où tous les gens nocturnes, les déséquilibrés, les intellectuels, les pauvres, les riches, tout le monde y allait. T'avais des mecs qui étaient au Palace, vous vous rappelez, cette boîte de nuit qui était mythique. On dansait toute la nuit, t'avais des mecs qui étaient là. C'était l'époque de Saturday Night. Ah, Saturday Night. Il y avait plus de chansons vers 9h, t'avais encore des gens sur la piste. Et tu leur disais, mais pourquoi vous dansez? Il n'y a plus de musique. Alors ils disaient, on attend le cours de Roland Barthes. Et là, ils allaient tous vers le cours de Roland Barthes. Et il y avait Julia Kristeva avec des lunettes effrayantes. Il y avait des gens. Il y avait 1300 personnes, on se serait cru chez Mick Jagger. Il y avait la queue jusqu'au boulevard Saint-Michel. Moi, j'arrive là-dedans. Je rentre dans le Collège de France. Je marche sur des corps étendus. Je marche des beatniks, des hippies. Je trouve une marche. Ça y est, je m'assois. Je suis au cours de Roland Barthes. La star, vous trouvez l'équivalent, c'est ça. C'est tout. Barthes! Habillé en tweed, hein, chaussures en daim. 1500 personnes. La première phrase que j'ai entendue de Roland Barthes a été la suivante. Aujourd'hui, c'est le concept du c'est ça. Le concept du temps qu'il fait. Et je vois 1300 personnes écrire aujourd'hui. C'est le concept du c'est ça, le concept du temps qu'il fait. J'ai appris plus tard que dans une boulangerie, Roland Barthes a assisté à une conversation. La boulangère aurait dit quel sale temps, la cliente aurait répondu c'est ça, et Roland Barthes a fait un colloque à Cerisy pour expliquer la météo comme activité fortement socialisante. Et bah oui, oui, c'est vrai, la météo, c'est bon, peu importe. En 1h30, je n'entends pas tout, je ne comprends pas tout. Et j'entends des phrases magnifiques, dont la plus belle qui m'a provoqué carrément un état. J'ai entendu sur cette 1h30 sublime, j'ai entendu le classement, le vouloir classer, la possibilité de classer est une activité fortement socialisante. Le classement, le vouloir classer, la possibilité, ça m'a provoqué quelque chose. Et d'ailleurs, tous les soirs en hommage, je vous demande de m'aider. Alors c'est très simple. Je dis le classement et ceux qui veulent répondent le vouloir classer. On y est. 1, 2, 3. Le classement. Le vouloir classer. C'est bien, un peu intense, un peu autoritaire.
Là, c'est le vouloir classer, non. C'est vouloir péter la tête, là, non, c'est le vouloir classer. Sur ma note, hein. 1, 2, 3. Le classement. Le vouloir classer. Oh, moi, ça me refait quelque chose. À chaque fois, on dirait, tu sais, les femmes savantes. Ah, il sait du grec, oui. Ah oui, moi, ça m'érotise. Ça, c'est très bizarre. On peut le refaire, ça vous embête pas. 1, 2, 3. Le classement. Le vouloir classer. La possibilité de classer est une activité fortement socialisante. Plus vite. Le classement. Le classement. Le classement, le vouloir classer, la possibilité de classer est une activité fortement socialisante. Le classement, la possibilité de classer. T'imagines, t'as un rendez-vous avec une pote qui rentre à ce moment-là. Mais c'est des gens très bizarres. Résultat, au bout d'1h30, je n'entends pas tout, je ne comprends pas tout. Je sens le grain de sa voix, lui qui a si bien écrit comme Paul Valéry sur la beauté de la voix. Je m'approche, j'essaye de lui parler. Il y a une queue énorme, il y a tous les psychiatres. Il faut attendre pour aller, on se croit à Vienne, hein, c'est Freud, il y a Ernest Jones, Ferenczi, Freud au milieu. C'est des stars, on attend 30 minutes, 35 minutes. Je m'approche, je rentre dans la queue, je m'approche du bureau. Je suis à 1 mètre de Roland Barthes. Ça y est, je suis à 1 mètre du bureau, la chair de Roland Barthes. Monsieur Roland Barthes. Oui. Vous avez dit du bien de Perceval le Gallois. Oui, je crois que l'époque n'a pas bien saisi le raffinement de ce film. Il a répondu, vous êtes Perceval ? Je suis Perceval, monsieur Roland Barthes. Et là, la première phrase qu'il m'a adressée a été la suivante. J'aimerais beaucoup en parler avec vous. Quel est votre rapport au téléphone ? 30 ans plus tard, dans une émission vulgaire de Thierry Ardisson, la Miss France de l'époque m'a donné son téléphone en direct. Il y avait tous les mecs en moto qui me disaient le lendemain « Voilà, meuf, elle t'a donné son phone. Tu l'as niqué, la meuf !» Et là, j'entendais un homme qui se préoccupait de mon rapport au téléphone. Imaginez que je réponde ambigu, Roland. J'ai répondu normal, monsieur Barthes. Hyper normal. Il a pris un crayon, il a pris un papier, il a noté sur la page son numéro de téléphone. Tout le collège de France s'est mis à dire « Il a le téléphone de Roland Barthes, il a le téléphone de Roland Barthes. » On aurait dit la chanson de Gilbert Bécaud. Qui a volé l'orange du marchand. Mais c'est pas moi. Là, le papier est arrivé à ma main. J'ai pris le papier, la main de Barthes, le papier. J'avais le phone de Barthes. J'ai jamais éprouvé cette sensation-là, hein. Même de long, j'ai monté les marches 5 fois avec Depardieu, Johnny Hallyday, j'ai été à Cannes, j'ai fait 75 films, hein. C'est rien, hein. C'est rien, on est bien d'accord, hein. C'est rien. Tu te promènes 1 mois et demi avec Alain Delon, c'est quand même Wallouf à côté de le faune de Barthes. Voilà comment je suis parti du Collège de France. Comment ? J'ai pas compris. Oui, j'ai le téléphone de Roland Barthes. Exactement, au moment où il me l'avait dit, à la date, à l'heure où il m'a dit d'appeler, j'appelle, il me répond « Je vous attends ». Je me précipite rue Servandoni, elle n'a pas bougé de place, elle part toujours de la place Saint-Sulpice et elle va toujours au Jardin du Luxembourg. Je me précipite dans la rue Modeste, la très belle rue Servandoni. Je traverse la rue, je suis fébrile, la concierge me laisse rentrer, je rentre, je monte les 3 étages, je frappe à la porte s'ouvre. Roland Barthes! Imaginez Arlette Laguillier face à Léon Trotsky. Ou alors vous trouvez des équivalences, hein? Pour certains, c'est Ségolène Royal. Moi, ça serait Louis Jouvet. Entrez. La porte s'ouvre. Je me retrouve dans l'appartement de Roland Barthes. Quelques bougies parfumées. Appartement d'un austère universitaire qui n'est pas compromis par le capital et les Rolex. Un appartement d'un télo très haut de gamme. Simple, aucune faute de goût. Rien d'ostentatoire.
quelques bougies parfumées comme seul symbole d'excès. Un appartement sublime de simplicité. Je réalise assez rapidement que c'est pas un fou des meufs. Non mais il ne m'accueille pas comme Jean Genet dans Notre-Dame-des-Fleurs en me disant « Assieds-toi sur ma bite et causons !» Non, non, non. Alors il y a une spectatrice la semaine dernière qui a fait « Ah !» J'ai dit « C'est du Genet, idiote !» Elle a fait « Ah !» Donc en hommage à cette spectatrice, tous les soirs, je fais « Assieds-toi sur ma bite et causons !» Parce que je trouve cette phrase sublime, elle est de Jean Genet. Mais c'est vrai qu'elle est ouverte, c'est une ouverture, il y a quelque chose. C'est pas du tout psychologique, c'est « Welcome !» Allez, assieds-toi sur ma bite et causons ! Il y a une fraîcheur. Ça veut dire... Lisez Notre-Dame-des-Fleurs, il est dans sa prison, il y a un beau mec sublime. Bon, il aime les garçons, il aime les gars. Assieds-toi sur ma bite et causons, c'est un welcome. Je l'ai fait répéter hier soir aux gens, je le ferai plus jamais. 450 personnes qui se mettent à hurler. Assieds-toi sur ma bite et causons. Ça, c'est un peu violent. Il y a une meuf qui est venue chercher son mari, elle l'a ramené en disant c'est un truc de partout. J'ai dit non, madame, madame, c'est du Jean Genet. Bon, alors donc, cette phrase, c'était pas... Attention, j'avais 25 ans. J'étais petit coiffeur, cheveux très longs. J'étais pas cette bête, cette espèce de bête sexuelle très virile que je suis devenu. J'avais passé 7 ans dans des salons de coiffure où les coiffeurs marchaient en faisant... Fabrice! Il rentrait le matin, il faisait des choses comme... il se regardait dans la glace et il disait « Mais moi j'ai 100 ans, c'est affreux. » Faites la nuque de Jodassin, Fabrice. Passez-moi les épingles. C'est un génie qui un jour m'a dit, en parlant de moi, j'avais 16 ans et demi, je lisais Freud en intégralité. Cet homme a dit une phrase géniale sur moi. Il s'appelait Bernard Guillon. Il a dit cette phrase. La Loukina, faute de se meubler le derche, elle se meuble l'esprit. C'est très profond. Donc, je suis... Parce qu'il y avait un peu de la volonté de me... Mais bon alors, non. J'étais mignon à cette époque-là. Donc, je rentre dans l'appartement de Roland Barthes. Je m'assois sur la chaise. Je lui demande qu'est-ce qu'il pense de Jung par rapport à Freud. Qu'est-ce qu'il pense du structuralisme par rapport à une société plutôt matérialiste. Qu'est-ce qu'il pense de Guy Debord, le situationniste, par rapport à des réactionnaires. Qu'est-ce qu'il pense du trotskisme. Il en peut plus. Il est pire que François Hollande. Même lui, je l'ai accablé. Je l'ai accablé, il m'a dit cette phrase merveilleuse. Fabrice, donnez-moi le droit de ne pas avoir d'opinion. Et là, j'ai fait un truc très étrange. J'ai dit, vous savez ce qui... J'avais 25 ans, hein. Vous savez ce qu'il y a de génial chez vous, Roland? Un épisode de langage énorme, hein, de dire Roland à Roland Barthes. Hein, c'est un truc énorme. Hein. Roland! Oui. Vous savez ce qu'il y a de génial chez vous, Roland? Non. Levez-vous. Il s'est levé, je vous jure que c'est vrai. Je l'ai emmené dans l'entrée de son appartement. J'avais repéré dans l'entrée de son appartement un porte-manteau avec une veste et 2 imperméables. Et sur cette veste et cet imperméable, un assez gros béret. Un béret, hein. Un béret qui m'a halluciné un peu comme Rimbaud quand il parle de l'hallucination simple. Je me suis dit, pourquoi cet homme, le plus grand raffiné, a un béret de cette taille? Et là, au lieu d'être simple, je fais un truc délirant, je le regarde et je lui dis, Roland, ça, concept du c'est ça, ça, Roland, ça, Monsieur Barthes, ça fait sens. Et là, il m'a répondu tragiquement, quel sens ça fait? J'ai dit, mais c'est une dichotomie entre vous, qui êtes le plus grand spécialiste de Proust, vous parlez tellement bien de Proust, du palace, de la mode, et comprenez, c'est une rupture entre le signifiant, ce béret. Et il m'a dit, mais Fabrice, je suis basque.
J'ai réussi à faire dire à Roland Barthes, mais je suis basque. Lui imposer un trafic associatif normal. Je vais vous raconter 2-3 anecdotes et vous dire 2 textes. Mais avant de vous dire les deux derniers textes du spectacle, je vais vous raconter ce que je faisais à la Villette. Parce que la Villette, c'était là où j'ai commencé ce spectacle. Je me dis, il faut que j'aille dans une salle pour voir comment on peut résister à l'infinie bêtise qui règne. Hein? La bêtise qu'on a sur les plateaux de télévision, qu'on est obligé de pratiquer pour vendre les films. Donc, je me suis dit, si j'avais le courage, j'irais dire du Valéry. Je m'approchais du public. C'était là les périodes des élections. Vous inquiétez pas. Prenez-vous les mains si vous avez envie. Montrez en haut que vous devez osciller. Vous ne les lâchez pas. C'est vrai qu'ils représentent le capital, ils ont payé plus cher. Mais ne les lâchez pas. Prenez-vous les mains au premier rang pour qu'on recrée l'ambiance. Faites l'effort, tous les deux. La dame vous l'attend. Allez-y, regardez, il y a une ouverture, on les applaudit. Là, faites l'effort, j'ai besoin. Oui, je sais, il t'attend. Regarde, il te l'a fait comme ça. Welcome, c'était merveilleux, il vous l'a fait comme ça. Il y en a qui veulent pas du tout la donner. C'est normal, hein, du moment que... Hein, un jour, je vais peut-être... Bon, attends. T'imagines quel soir je te vois. Attends, écoute bien. Et le soir, je leur disais, répétez tous derrière moi. Les mots sont des planches jetées sur un abîme. Allez-y. Les mots... C'est du Paul Valéry qu'on écoute, là. Hein. Et là, moi, j'arrêtais pas de dialoguer avec les gens de la Villette en leur disant « On est ensemble ». Et vous répétez les mots, c'est un... « On est ensemble ». Il y avait François Hollande ce soir-là. Il n'en revenait pas. Il disait « Putain, il leur fait faire des trucs. Hein. » Et 1, 2, 3. On est ensemble. Alors, moi, je disais « On est ensemble » et vous répétez les mots sont des planches. On est ensemble. Et là, je m'approche, il y a 8 jours, là. Là, il y a un monsieur à qui je dis, mais quel est votre métier, tu vois, ça me vient comme ça, pour avoir un contact. Le monsieur me répond très dépressif. Je suis standardiste. J'ai pas pu m'empêcher de lui dire, quel est votre rapport au téléphone? Et le monsieur d'à côté, là, super dépressif, redonne-lui la main. Le monsieur d'à côté, il me dit, je suis podologue. Mais dépressif, je dis mais j'adore les podologues parce que j'ai des problèmes de colonne vertébrale. Donc moi j'ai des semelles orthopédiques. Il m'a dit c'est du 3, j'ai dit oui. Et ça a été un lien. Mais le Hollande il s'est dit il a le contact avec la classe moyenne. Ah il a le contact avec la classe moyenne. Bon, alors on termine par cette phrase. Vous êtes derrière moi et vous dites tous on est ensemble. Et là, avant, je leur ai dit, on est ensemble, on est de gauche, ils ont tous hurlé. Non! Et j'ai vu qu'elle allait perdre. La poésie, dit Paul Valéry, la poésie, formule géniale de Paul Valéry, la poésie est une survivance. Poésie dans une époque de simplification du langage, dans une époque de il a écrit ça en 1910, dans une époque de simplification du langage, d'altération des formes, la poésie est une chose préservée. Et cet homme qui adorait Mallarmé, bien entendu, et Rimbaud, on va lui rendre hommage pour se dire au revoir par ces 2 textes. Le texte où, après avoir été le génie de la formulation, de la fraîcheur, de la sensualité, notre grand Rimbaud va tomber amoureux de Verlaine et écrira, il n'a même pas 17 ans, cette phrase sublime sur les sœurs de charité qui lui fera abandonner la camaraderie des femmes. Le jeune homme dont l'œil est brillant, la peau brune, le beau corps de 20 ans qui devrait aller nu, écu le front cerclé de cuivre sous la lune adorée dans la Perse, un génie inconnu, impétueux, avec des douceurs virginales et noires, fier de ses premiers entêtements, pareil aux jeunes mères, pluie de nuits estivales qui se retournent sur des lits de diamants. Le jeune homme, devant les laideurs de ce monde, tressaille dans son cœur, largement irrité et plein de la douleur éternelle et profonde, se prend à désirer sa sœur de charité. Mais
Ô femme, monceau d'entrailles, pitié douce, tu n'es jamais la sœur de charité. Jamais, ni regard noir, ni ventre où dort une ombre rousse, ni doigts légers, ni seins splendidement formés, aveugle y réveillé aux immenses prunelles. Tout notre embrassement n'est qu'une question, c'est toi qui pends à nous, porteuse de mamelles. Nous te berçons, charmante et grave passion, nous te berçons, charmante et grave. La voix humaine, dit Paul Valéry, me semble si belle, prise à sa source et au plus près de sa source, prise intérieurement au plus près de sa source, que les 10 heures de profession presque toujours me sont insupportables. Quand ils prétendent interpréter les textes alors qu'ils ne font que débaucher les intentions et le mot et le chant des mots combinés. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants, on va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin, a des parfums de vigne et des parfums de bière. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre, piqué d'une mauvaise étoile, qui se fond avec de doux frissons, petites et toutes blanches. Nuit de juin, 17 ans, on se laisse griser. La sève et du champagne, et vous monte à la tête, hein. On divague, on se sent aux lèvres un baiser qui palpite, là, comme une petite bête. Le cœur fou Robinson à travers les romans, lorsque dans la clarté d'un pâle réverbère passe une demoiselle aux petits airs charmants sous l'ombre du faux col effrayant de son père, et comme elle vous trouve immensément naïf, tout en faisant trotter ses petites bottines, elle se tourne, alerte et d'un mouvement vif. Sur vos lèvres, alors meurent les cavatines. Vous êtes amoureux, loué jusqu'au mois d'août. Vous êtes amoureux, vos sonnets la font rire, tous vos amis s'en vont, vous êtes mauvais goût, puis l'adoré un soir a daigné vous écrire. Ce soir-là, vous rentrez aux cafés éclatants, vous demandez des bocs ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade. La poésie est une survivance. Et pour vous dire au revoir, on ne peut vous dire au revoir qu'avec de la musique. Merci beaucoup de votre attention. De Ravi Shankar, Jimi Hendrix du 12e. Public halluciné.
régisseur m'a dit, t'as pas fait La Fontaine. Alors, ceux qui veulent se barrer, ils se barrent. Tiens, la Patek Philippe, grâce à Dieu, enculé. J'arrête pas de dire Patek Philippe en espérant qu'il m'en offre une deuxième. Alors, non, je vais vous faire... Tu vas pas faire la loi. Alors, pour illustrer La Fontaine, c'est la phrase de Valéry qui est sublime. Longtemps, dit Paul Valéry, la voix humaine... Oui, longtemps, la voix humaine fut base et condition de la littérature. La présence de la voix explique la littérature. Un jour vint où l'on sut lire des yeux et la littérature en fut tout altérée. Un jour vint où l'on sut lire des yeux et la littérature en fut tout altérée. Rien ne pèse tant qu'un secret. Le porter loin est difficile aux dames, et je sais même sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes. Pour éprouver la sienne, un mari s'écria la nuit étant près d'elle, « Oh Dieu, qu'est-ce cela? Je n'en puis plus, on me déchire, quoi? J'accouche d'un œuf. » D'un œuf, oui, le voilà, frais et nouveau pondu, gardez bien de le dire, on m'appellerait poule, enfin n'en parlez pas. La femme, neuve sur ce cas, ainsi que sur mainte autre affaire, crut la chose. Et promit ses grands dieux de se taire, mais ce serment s'évanouit avec les ombres de la nuit. L'épouse, indiscrète et peu fine, sort du lit quand le jour fut à peine levé, et de courir chez sa voisine, « Ma commère, dit-elle, un cas est arrivé. N'en dites rien, surtout car vous me feriez battre. Mon mari vient de pondre un œuf, gros comme 4. Au nom des dieux, gardez-vous bien de publier ce mystère. Vous moquez-vous, dit l'autre. Vous ne savez guère quelle femme je suis. Allez, ne craignez rien. La femme du pondeur se retourne chez elle. L'autre grille déjà de compter la nouvelle. Elle va la répandre en plus de 10 endroits. Au lieu d'un 9, elle en dit 3. Ce n'est pas encore tout, car une autre commère en dit 4. Il raconte à l'oreille le fait, précaution peu nécessaire, car ce n'était plus un secret, comme le nombre d'œufs. Grâce à la renommée de bouche en bouche, allait croissant, avant la fin de la journée, il se montait à plus d'100. Rien ne pèse tant qu'un secret. Le porter loin est difficile aux dames. Il n'a pas dit impossible. Hein. Difficile aux dames. Et écoutez le génie. Et je sais même sur ce fait, là c'est une phrase, c'est le vers le plus parfait. Hein. Et je sais même sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes. On dirait qu'il a prévu la réaction. Rien ne pèse tant qu'un secret. Il y a 300 ans. Hein. Le porter loin, j'adore l'idée. Hein. Le porter loin est difficile aux dames. Hein. On dirait qu'il a prévu déjà. Le porter loin est difficile aux dames. Il craque, il les nique. Et je sais même sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes. Ça a l'air de rien, mais c'est génial. Hein. Et je sais même sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes. Crac. Ah, il peut rien dire. Et je sais même sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes. Pour éprouver la sienne. Là, la phrase est étonnante. Pour éprouver la sienne, un mari s'écria la nuit, étant près d'elle, « Oh Dieu, qu'est-ce cela? Je n'en puis plus, on me déchire. » Quoi? J'accouche d'un œuf. Bon, la meuf, elle a pris un Lexomil, elle fait, « Quoi? J'accouche d'un œuf. » Ça a l'air de rien, mais c'est écrit comme ça. Hein. Quoi? J'accouche d'un œuf. D'un œuf? Oui, ça a l'air de rien, mais si on reprend, écoutez bien. Pour éprouver la sienne, le mec qui rentre chez lui, hein, boum, 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 boum. Le mari s'écria, ils dorment tous les deux, chacun, ils sont fait Mireille Dumas, boum, ils dorment. Le mari s'écria la nuit étant près d'elle, « Oh Dieu, qu'est-ce cela? Je n'en puis plus, on me déchire. » C'est quand même pas rien, hein, on me déchire. C'est sublime comme phrase, on me déchire. Il a déchiré, on me déchire. On me déchire. C'est énorme, non? La meuf, on me déchire. Et ça y est, ce soir, avec votre femme, on me déchire. Quoi? C'est écrit comme ça, hein. On me déchire, quoi? C'est très mystérieux, ce quoi. On me déchire, quoi? J'accouche d'un œuf. D'un œuf? Ça la réveille, ça l'intéresse, la meuf. Quoi? J'accouche d'un œuf. D'un œuf? C'est écrit comme ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas un moderne qui atteint le génie de La Fontaine. Quoi? J'accouche d'un œuf. D'un œuf? Ah, mais je l'ai fait 1 heure une fois. Quoi? J'accouche d'un œuf. Pour éprouver la sienne, un mari s'écria la nuit étant près d'elle. « Oh Dieu, qu'est-ce cela? Je n'en puis plus, on me déchire. » Quoi? J'accouche d'un œuf. D'un œuf? Vous allez m'aider, hein? Vous allez juste dire d'un œuf. Pour éprouver la sienne, un mari s'écria la nuit étant près d'elle. « Oh Dieu, qu'est-ce que cela? Je n'en puis plus, on me déchire. » Quoi? Non, vous dites « j'accouche d'un œuf » quand même.
Faites un peu le boulot quand même. Pour éprouver la sienne, un mari s'écria la nuit étant près d'elle. Audio, qu'est-ce cela? Je n'en puis plus, on me déchire. Quoi? D'un œuf? Oui! Il répond oui! Mais non, je m'en... C'est merveilleux! Écoutez la beauté du génie de la langue! Quoi? J'accouche d'un œuf! D'un œuf! Oui! C'est le oui qui est le plus génial. Pour éprouver la sienne, un mari s'écria la nuit étant près d'elle. Oh Dieu, qu'est-ce que c'est cela? Je n'en puis plus, on me déchire. Quoi? J'accouche d'un œuf! D'un œuf! Oui! C'est ce oui qui est le génie. Ça y est, je l'ai trouvé! C'est le oui! J'accouche d'un œuf! D'un œuf! Oui! J'accouche d'un œuf! D'un œuf! Oui! Sans vous! J'accouche d'un œuf! D'un œuf! Oui! Bon, ils veulent continuer. J'accouche d'un œuf! D'un œuf! Oui! J'accouche d'un œuf! D'un œuf! Oui! Non, mais laissez-le-moi faire! J'accouche d'un œuf! D'un œuf! Oui! Bon, ils veulent plus. J'accouche d'un œuf! Oui! Le voilà! Frais et nouveau pondu. Ce qui est génial, c'est qu'il dit le voilà, parce que la meuf un peu réaliste pourrait dire bah montre-le-moi. Et ben non, il dit le voilà, le voilà. La fille elle dit ah bah le voilà, le voilà. Il y a quelque chose de très étonnant. Le voilà, frais et nouveau pondu. En plus, il donne des qualités. Frais et nouveau pondu. Alors là, quand même, la meuf elle les arbit quand même. Frais et nouveau pondu. Et il dit bien, gardez bien de le dire. Alors là, il dit, oh là, oui, là, il me donne un conseil. Gardez bien de le dire. On m'appellerait Poule. Alors, il y a le sous-texte. Hein. Ah, bah, si on vous appelle Poule, alors là... C'est le génie de ce La Fontaine. On m'appellerait Poule. Et la phrase d'après, enfin, n'en parlez pas. Regardez comme c'est étonnant. On a bien travaillé le « j'accouche d'un œuf ». D'un œuf. On reprend « frais et nouveau pondu ». Gardez bien de le dire. On m'appellerait Poule. Enfin, n'en parlez pas. La femme, neuve, sur ce cas, ainsi que sur ma autre affaire. C'est un peu une idiote, quoi. Hein. La femme, neuve, elle est neuve, hein. Sur ce cas. C'est étonnant, la méchanceté de ça. Hein. Elle est neuve sur ce cas. Ainsi que sur ma autre affaire. On voit bien que c'est pas une lectrice de Spinoza. Hein. La femme, la femme neuve sur ce cas. Et tout être de joie enflamme que le fils de la veuve dame dans le grand manoir solitaire se